Alors, Ah, ça y est. Voilà, c'est parti pour un tour. L'enregistrement a démarré. Voilà. Je vais déjà commencer par le partage d'écran pour voir Oui, si tout le monde arrive à voir la présentation. Vous allez me dire ça. Est-ce que c'est bon? Guy, dis-moi tout. oui, on voit. Parfait. Hein. Ok. Juste un petit truc Ok. avant que Oui. Anne commence. Si vous avez des questions, ok, vous pouvez les mettre sur le chat. Il y a un chat, ok. Et à la fin de la présentation, moi, je compile toutes les questions, hein, et puis je pose des questions. Ça évitera de couper au fur et à mesure s'il y a 40 questions. Voilà. Merci. Ok, donc rebonsoir tout le monde. Donc Anne Marty, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plongeuse à Aix-les-Bains. Voilà. Et puis j'œuvre dans le 69 en tant que MF2 avec le CODEP notamment, enfin la CTD en particulier. Et puis je remercie Guy et Lionel qui ont proposé de partager le sujet parce que Guy l'a très bien dit en introduction, c'est un sujet qui pose parfois difficulté autant pour les candidats que pour nous, les moniteurs. Alors ce soir, j'ai pas la prétention d'apprendre ou de réapprendre à tout le monde comment mener ces ateliers, mais c'est plus un peu l'occasion d'échanger à partir de voilà, des expériences que j'ai pu recueillir à droite et à gauche, et puis d'amener un petit peu des réflexions sur la table, voilà, pour parfois peut-être re-questionner nos pratiques. Donc voilà, je vais démarrer. Juste pour vous dire un petit peu comment je vais traiter la chose, parler d'abord de pourquoi exactement j'en suis venue à me poser ces questions et puis ensuite à présenter ce sujet. Je parlerai ensuite des prérequis qui sont attendus pour les ateliers verticaux, comment mettre en place un atelier, le déroulement et les difficultés qu'on peut rencontrer, notamment liées à la profondeur, quelques recommandations et bonnes pratiques. Et puis, je proposerai un exemple de progression que j'ai réalisé au printemps dernier. Voilà, qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais qui peut voilà, mener à réflexion. Et puis, un peu couper la tête au dogmatisme et quelques conseils pour les encadrants. Donc, pourquoi ce sujet? La première chose, c'est que déjà, ça s'adresse à tous les plongeurs. Les ateliers verticaux, on voit même au niveau 1, puisque déjà, c'est quelqu'un qui doit savoir gérer sa remontée individuelle, notamment en cas de perte de palanquet. Donc, dès le niveau 1, on le voit. Et puis ensuite, je ne vous l'apprends pas, mais dans tout le cursus jusqu'au plus haut, on va être amené à travailler les assistances, les remontées donc à deux et avec des difficultés qui vont grandir, notamment en termes de profondeur, en termes d'évolution pendant la remontée et de causes qui justifient la remontée. La deuxième chose, c'est un constat que j'ai fait. Donc, l'an dernier, j'ai participé à deux formations de GP qui sont très différentes, enfin qui étaient assez différentes l'une et l'autre, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas dans le même milieu, une était en lac, une était en mer. Elles n'étaient pas sur le même calendrier. L'une était plus étendue, l'autre était assez resserrée, donc qui permettait des séances relativement rapprochées. Les équipes pédagogiques étaient différentes. Par contre, en commun, évidemment, on a le MFT et ce qui est écrit dedans. Et puis finalement, dans ces deux examens, on a eu à peu près 90% des échecs qui étaient liés justement au problème de remontée. Donc que ce soit IPD ou des TMR, puisqu'on est sur du GP. Et du coup, ça a amené pas mal de questions. Alors, les candidats n'étaient pas prêts. Bien souvent, c'était même corrélé, hein. C'est-à-dire qu'il y avait une remontée qui était complètement ratée et puis l'autre qui était un peu limite. Donc, on voyait qu'il y avait une difficulté sur la verticalité avec soit des redescentes, soit des difficultés à remonter, l'absence de gestion de l'évolution, voilà, ce genre d'échec. Et puis la vitesse, évidemment, qui était trop élevée. Alors voilà, moi je sais que ça m'a amené beaucoup de questions parce que je me suis dit finalement il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé au moment de l'examen et peut-être que nous en tant que moniteur et moi en tout cas je me dis peut-être qu'il y a des choses que je peux un peu changer. En tout cas le constat il est partagé sur différentes formations. Euh, donc là si je reviens sur les prérequis, alors je vais rien vous apprendre mais je les place là pour qu'après dans le reste de la discussion on va considérer qu'ils sont
maîtrisés et qu'on les a placés. Donc évidemment que le lestage soit ajusté, ça peut paraître simple, mais même en début de formation GP, ben, vous avez dû constater qu'on est amené à alléger les candidats. Donc on voit que encore tardivement dans les niveaux, ben, ce n'est pas toujours le cas. Évidemment, la maîtrise de la remontée individuelle et la REC, hein, donc ça c'est décrit dans chacun des MFT. La maîtrise du gilet et du poumon ballast, puisque là ça va être la maîtrise des volumes d'air pendant la remontée. Bon, la reconnaissance des signes pour avoir la bonne réaction. Et puis la maîtrise de son ordinateur, j'entends par là savoir lire la vitesse, comment elle est indiquée. Est-ce que c'est un bar graphe? Est-ce que c'est une vitesse en mètres minutes? Est-ce que c'est une flèche? Voilà, savoir où est-ce qu'elle est indiquée et arriver à lire. Alors, une chose que j'ai pas mise, qui dépend de la formation, bien évidemment, mais il y a aussi une histoire d'adaptation à la profondeur. C'est sûr que pour un niveau 3, quand on va démarrer la formation et qu'on veut travailler les remontées assistées, si l'adaptation à la profondeur n'est pas faite avant, ça va être compliqué de démarrer forcément dans l'espace 30-40. Donc voilà, je ne l'ai pas mis forcément en prérequis dans le sens où bah, parfois on va recommencer, les démarrer un petit peu plus hautes, moins profondes, disons. Mais ça fait partie, plus on va profond, plus on va en avoir besoin. Alors, pour la mise en place d'un atelier, il y a un peu deux cas de figure. Alors j'ai mis tombant, ça pourrait être repère naturel, mais en général, ce sera le tombant le plus aidant, qui nous aide comme repère avec peut-être des particularités sur ce tombant, une gorgone, une cavité, voilà, quelque chose qui soit quand même assez visible pendant qu'on remonte et qui peut nous aider à nous donner des repères, à condition qu'on connaisse les profondeurs évidemment de chacun des éléments spécifiques. Puis sinon, ce qu'il y a de plus classique, on est en pleine eau et on va utiliser une ligne mouillée ou ce qu'on appelle un pendeur gueusé. Donc concrètement, hein, c'est un flotteur, un bout d'un assez gros diamètre qui est rattaché d'un côté à une gueuse d'environ 10 à 20 kg et le contrepoids qui va permettre en fait de garder une verticalité sur le bout et de suivre un point, voilà, enfin une ligne, voilà, tout au long de la remontée. Et bien sûr, ben dessus, l'idée, ça va être de mettre des marquages. Alors, il y a un truc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Je pensais notamment au péridurale qu'on fait aux dames qui sont enceintes et qui vont accoucher. On place un petit cathéter dans le dos, et puis sur le cathéter, pour savoir combien de centimètres on le rentre, ben, il y a des marquages. Donc, par exemple, un marquage, ça va faire, je dis n'importe quoi, là, pour mes 5 centimètres. Deux lignes, c'est 10 centimètres. On pourrait faire la même chose sur un pendeur. C'est-à-dire que si je mets un marquage, ça veut dire qu'on est à 5 mètres, deux marquages, on est à 10 mètres, etc. Ça peut donner comme ça des repères. Je sais que des fois, il y en a qui parlent de pince à linge, mais si le bout est un peu gros, ça peut être compliqué. Bon, voilà, c'est un exemple parmi d'autres pour marquer le bout. Bien sûr, quand on va organiser un atelier, on va devoir être vigilant à toute la réglementation qu'il y a autour de l'organisation d'une plongée, hein, mais également regarder un petit peu les conditions et voilà, comment on va pouvoir le faire. Est-ce que le bateau, ensuite, il va être manœuvrant ou est-ce qu'il est ancré? Évidemment, il nous faut une zone calme, euh, c'est-à-dire avec ben, éviter qu'il y ait des passages dessus. Donc ça, suivant la saison et le lieu, ben, c'est pas toujours facile. Que le retour au bateau soit quand même facile et en sécurité pour les palanquets. Et puis, ben, si c'est une zone où il y a beaucoup de courant, où il y a des bateaux qui passent, et ben, ce jour-là, il faudra prévoir autre chose que l'atelier vertical. Toujours donc sur la mise en place de cet atelier, donc on a des règles qui vont être de sécurité, qui vont être assez spécifiques, sur lesquelles on va plus insister que sur les autres plongées, à savoir, ben, évidemment, les oreilles, puisque si on est amené à faire plusieurs remontées, ben, elles vont être très sollicitées. C'est un exercice qu'on va réaliser plutôt en début de plongée. Donc, si on a prévu plusieurs choses, ben on va commencer par celui-ci. Bien entendu, le moniteur peut être amené à interrompre la remontée. Donc, ça, tout ça, il va l'expliquer. Pensez également à dire à son stagiaire de souffler régulièrement. On peut parler des procédures de secours suivant comment ça a été organisé. Et puis, voilà, quelques règles de bonne pratique. En plus du reste dans le briefing, bien entendu. Donc là, il y a toute l'importance du briefing du DP qui va parler plus de la sécurité des lieux et puis du moniteur qui va parler plus de la sécurité de la séance avec toutes les spécificités.
Et bah, il va falloir mettre en place une communication bien spécifique. On a pas mal de signes en plongée conventionnels, connus, mais quand on attaque les ateliers verticaux, on n'a pas forcément des signes qui vont nous aider pour tout. Donc l'idée, c'est d'en créer quelques-uns, ou en tout cas les indiquer. Et dans l'idéal, c'est de les faire au moment du briefing pour que ce soit corrélé à ce qu'on est en train de dire. Donc ça peut être ralenti ou accélère, utilise ta purge lente, ta purge rapide. Mais il va pas falloir non plus trop en créer. On va pas refaire la langue des signes, sinon c'est incompréhensible sous l'eau. Donc quelques signes qui nous aident à guider pendant la remontée. Donc ça, c'est à convenir avant, parce que ben, une fois en situation, c'est un petit peu compliqué de corriger. Quand on reparle le geste, quand on reparle du geste, alors effectivement, ça va commencer par l'identification du matériel, si on reprend depuis le début. Mais là, on va peut-être pas avoir les mêmes objectifs suivant le niveau du plongeur. C'est-à-dire que quand on est sur un niveau 2, ben déjà, prendre en compte le matériel du binôme, ça fait partie des éléments qu'il doit apprendre, hein, qu'il ne faisait pas avant. Donc déjà, beaucoup de choses sont une découverte pour lui. Par contre, c'est vrai que si on a affaire à un niveau 4, bon, on attend une meilleure maîtrise de sa part. Il va le faire en plus d'une profondeur plus importante. On peut commencer à regarder davantage, ben, est-ce que c'est un inflateur qui envoie un gros débit d'air ou pas, hein, puisque c'est variable suivant les marques et suivant le modèle du gilet stabilisateur. On peut aussi voilà, être amené à regarder si c'est plutôt une dorsale, si la stable est plutôt une dorsale, si c'est plutôt une enveloppante et quel volume c'est. Donc on va aller un peu plus loin dans la précision et dans l'identification du matériel du binôme. Ensuite, il y a quelque chose qui peut se faire et qui peut se révéler très utile, c'est de faire les gestes au sec ou en surface. Là, j'entends deux choses. La première, c'est déjà que par rapport aux signes qu'on a proposés, ben, si par exemple je peux mimer avec lui, lui dire ben voilà, je te fais ce signe-là, qu'est-ce que tu devras faire, pardon. Et là, ben, c'est à lui de réagir et de se dire ok, j'ai bien compris ces signes et je sais ce que j'ai à faire. Donc ça, on peut le réviser au sec. Mais ce qui est intéressant, je faisais un peu l'amalgame avec ce qui se fait dans l'aviation ce que les pilotes appellent la musique. C'est-à-dire qu'avant de faire leur figure, en fait, ils revoient toute la séquence, les gestes, ils essaient de retrouver les sensations, donc tout ce qu'ils vont devoir exercer une fois qu'ils seront en l'air au poste de pilotage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la représentation mentale ou la répétition mentale. Elle est intéressante et elle est valable si elle est faite quand même un peu régulièrement et en amont. Le faire 2 minutes avant d'aller plonger, ça suffira pas. Mais par contre, c'est quelque chose qui a vraiment fait ses preuves en termes de dextérité, voilà, en termes de maîtrise des gestes et qui se fait dans un état, enfin dans un environnement plutôt calme. C'est pour ça que je disais 2 minutes avant sur le bateau, ça va être compliqué, mais qui peut permettre vraiment d'améliorer le geste. Donc ça, c'est un outil qu'on peut donner à nos stagiaires. Moi, pour l'aider en tant que moniteur, ben, c'est vrai que mon signe, il ne faut pas qu'il soit équivoque. C'est-à-dire, si ça ne va pas, ben, c'est un vrai ça ne va pas, c'est pas à moitié. Surtout dans les débuts où la personne, voilà, elle a déjà cette difficulté-là à se dire, il faut que je reconnaisse et que j'ai la bonne attitude par rapport au signe. Donc voilà, il faut que ce soit très, très clair dans les gestes. Ensuite, tout ce qui est... alors oui, pour les gestes, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais dans les débuts, on va l'annoncer. Si après, on veut le rendre un peu plus difficile, on a toujours la possibilité de dire, je te ferai un signe, mais je ne te dis pas lequel. Donc, pour s'assurer qu'il est capable, voilà, il n'est pas juste prémédiqué à répondre à un essoufflement, il est capable de réagir correctement sur une panne d'air, sur un ça va pas, etc. Et puis, si on va encore plus loin dans la progression de cet enseignement-là, bah, c'est de le faire sur comportement. Pardon, ce qui est encore plus difficile, évidemment. Pour ce qui est de la réaction et le décollage, c'est vrai que bah là, il y a plusieurs choix et on a eu comme ça pas mal de débats avec des collègues moniteurs parce qu'on n'était pas tous d'accord. Et finalement, on s'aperçoit que tout peut marcher comme rien ne peut marcher. Ça va dépendre de beaucoup de choses dans la situation. Donc, je vais être un peu plus précise, mais on sait qu'on peut utiliser le palmage, le poumon ballast, le gilet.
En général, il y a une préférence pour le gilet. En tout cas, c'est souvent mentionné comme ça dans le MFT. Alors, plutôt évoqué pendant la remontée, mais suivant la profondeur, on voit que c'est quand même préféré. Euh, c'est vrai que ça vaut la peine d'être essayé. Je pense que c'est difficile de dire tu ne le fais qu'au gilet ou tu ne le fais que palme et plomb ballast. Vous avez tous testé ce que ça fait de remonter de 20 mètres, hein, tous testé ce que ça fait de remonter de 40 mètres et on voit bien qu'on n'utilise pas les mêmes moyens. Et puis ça dépend aussi de la personne qu'on a en face à remonter. Ça dépend de notre capacité pulmonaire. Ça dépend de comment il va se positionner au moment de la prise. Est-ce qu'il arrive très légèrement par en dessous? Voilà, donc il y a pas mal d'éléments. Je pense que tous peuvent être bons, mais en tout cas, à essayer pour que la personne, elle se dise, dans tous les cas, il faut que j'arrive à décoller. Et puis ensuite, il y a la remontée et la gestion de la vitesse entre la gestion de la ventilation et la gestion des purges. Alors, c'est vrai que pour la ventilation, on va enseigner d'utiliser d'abord son plomb ballast, donc gestion de la ventilation, et ensuite d'utiliser les purges. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile, on y reviendra après, mais c'est quelque chose d'un peu, voilà, d'assez difficile. Et ensuite, l'arrêt franc entre 5 et 3 mètres. Donc, une chose qui peut être, ce qu'on fait en général, en tout cas on le fait au niveau des examens, c'est que quand on descend et qu'on fait un check à 5 mètres, on peut démontrer qu'à 5 mètres, notre stable elle est vide et qu'on reste stabilisé. Ça donne aussi l'indication, alors aux stagiaires ou aux candidats, hein, suivant la situation, de se dire que voilà, à 5 mètres, il faudra que tout soit vidé. Par contre, s'il vide tout en dessous, bah, il y a des chances qu'on redescende. On n'arrivera pas à se stabiliser. Alors, les critères de réussite, bah, ça va dépendre de beaucoup de choses. Quand on est en exercice, j'ai envie de dire jusqu'au niveau 3 et en exercice pendant la formation niveau 4, effectivement, ça va dépendre de la séance, hein, de l'exercice du moment. Est-ce qu'on est, entre guillemets, que sur les décollages et donc on va regarder la réaction au signe. Est-ce que la réaction au décollage est adaptée? Est-ce que le décollage se fait? Alors on va pouvoir délimiter un temps ou une distance. Voilà. Ou est-ce qu'on est sur la remontée intégrale et là on va devoir changer les critères. Ça va dépendre aussi des outils utilisés. Est-ce que j'utilise l'ordinateur ou est-ce que j'utilise des repères naturels ou les deux ou peut-être un boot? On sait qu'avec un boot, je peux par exemple essayer d'appréhender une vitesse en mettant des nœuds par exemple ou quelque chose en tout cas qu'on pourrait sentir dans la main. Et puis ben, si je veux être à peu près sur une vitesse de 12 mètres minute, je sais que je dois faire 1 mètre en 5 secondes. Donc voilà, il va falloir compter jusqu'à 5 avant de toucher les nœuds qui sont espacés de 1 mètre par exemple. Euh, On peut aussi, alors on entend tout le temps suivre les bulles. Oui, pourquoi pas. Encore faut-il aider le stagiaire à lui dire quelle bulle, quelle taille, comment je les regarde. Donc ça peut être un élément, mais il faut donner quand même quelque chose d'un petit peu précis pour lui dire ben, laquelle fonctionne. Ça va dépendre aussi de la progression effectivement de l'élève, suivant où il en est dans sa formation et dans l'acquisition de la compétence. Et quoi qu'il en soit, il va falloir que nos critères soient observables, mesurables, atteignables, évidemment, sur une séance. Alors, je vais prendre un exemple d'un critère. Parfois, il arrive, moi je l'ai entendu, de mémoire, on ne me l'a pas fait pendant ma formation, mais je pense que ça peut être une bonne chose, on pourra le réévoquer, mais de cacher l'ordinateur pendant la remontée. Souvent, on propose de faire ça quand on voit que les stagiaires sont trop figés sur l'ordinateur. Maintenant, si je lui cache l'ordinateur, il est évident que je ne vais pas pouvoir lui fixer comme critère une vitesse. Parce que c'est un petit peu comme essayer de rouler à 110 en comptant les platanes sans regarder le compteur de la voiture. C'est un peu compliqué. Du coup, il va falloir que je fixe d'autres critères en lien avec la vitesse, certes, mais je ne vais pas pouvoir lui fixer une vitesse chiffrée si je lui empêche de regarder ben, la seule chose qui indique la vitesse. Donc, les critères de réussite, là, je suis allée dans le MFT pour le niveau 4. Et bah, qu'est-ce qu'on a pour l'IPD, par exemple? On a la qualité et l'efficacité de la prise en charge. Donc ça, jusque-là, c'est pas très mesurable, c'est observable, mais mesurable, quantifiable, c'est un peu compliqué. L'utilisation de l'UG doit être privilégiée. On sait donc que s'il y a du palmage, s'il y a du pont en ballast, c'est pas que ce soit éliminatoire, mais ça dévalue la note et une vitesse de remontée rapide qui est tolérée en début de remontée. Alors, on ne dit pas combien, mais en gros, on dit jusqu'à 35 mètres et qu'à partir de 35 mètres, elle est régulée. Régulée, ça sous-entend qu'ensuite, on se situe à peu près entre 9 et 12 mètres minutes, puisque ce sont les recommandations.
Voilà ce qu'on a. Et ensuite, par contre, c'est plus précis, j'ai envie de dire, sur les critères éliminatoires, un manque de réactivité au fond, bien qu'il n'y ait pas le temps. Donc là aussi, à préciser, c'est quoi le manque de réactivité au fond, combien on compte. Un comportement impactant la sécurité, donc ça, je pense qu'on est capable de l'objectiver. Une redescente de plus de 2 mètres à tout moment, au fond, la remontée au palier, ça c'est très clair. Et puis percer la surface sans marquer l'arrêt au palier. Donc finalement, en critère de réussite, il y a encore une petite marge de manœuvre pour arriver à bien déterminer. On voit que c'est pas si facile que ça. Et tout à l'heure, je vous montrerai ben, des exemples justement de critères qui ont été travaillés pour aider un petit peu aussi, notamment en phase d'examen, à déterminer si oui ou non la remontée est correcte. Alors, ce qui est important, une fois que voilà, on connaît le déroulement de ce geste, mais finalement, comme dans tout exercice, c'est de se dire qu'est-ce qui va coincer pour les stagiaires, à quel moment ils rencontrent des difficultés. Euh, la première, c'est au fond. C'est le fait d'être stabilisé. Alors, si je reprends hein, l'exemple du niveau 4, quand on a la DTMR, le candidat n'est pas évalué sur son temps de stabilisation. Il a largement le temps de bien s'équilibrer pour être à 25 mètres. Par contre, sur l'IPD, il vient de faire une descente dans le bleu. Il a dû enchaîner avec le vidage de masque. Donc, il était censé se stabiliser entre la descente dans le bleu et le vidage de masque. Parfois, il se déstabilise un petit peu pendant le vidage de masque. Et on repart de ce moment-là. Donc, effectivement, si au départ, la personne, elle n'est pas stabilisée, ben déjà, ça va être compliqué. Et pour pas le présenter négativement, moi, je dis toujours à mes stagiaires, je leur dis une bonne remontée commence par une bonne stabilisation plutôt que de le tourner en négatif. Mais c'est vrai que si au départ, déjà, par exemple, il est trop lourd, ben, il va avoir du mal à remonter. Puis c'est là où il va soit injecter beaucoup d'air, soit compenser avec le palmage et risquer de s'essouffler. Inversement, si déjà il est léger, ben, il part très très vite. Donc tout de suite, ça va faire des volumes d'air importants à gérer. Et c'est ça qui rend l'exercice difficile. On a ensuite le décollage, donc bah, ça va avec aussi la stabilisation. Est-ce qu'il met assez d'air, pas assez d'air? Donc un des éléments, hein, notamment, c'est de lui dire, bah, c'est difficile de donner un temps et de dire, tu appuies 2 secondes sur l'inflateur. Ça va tellement dépendre de l'inflateur de chacun que l'idée, c'est plutôt de se dire, ben, finalement, en regardant le fond, à partir du moment où il décolle, je sais que je peux arrêter d'appuyer sur l'inflateur. Donc de servir de cet élément-là. Et puis, par la suite, on va avoir la gestion des purges et de l'inflateur. Donc là, c'est toute la difficulté, on en parlait tout à l'heure, mais c'est de se dire, il faut absolument qu'il utilise ses poumons avant de toucher le gilet, c'est-à-dire je souffle d'abord et ensuite je purge. Et ça, quand tout à l'heure je parlais de la musique et de l'entraînement, c'est un élément qu'il faut ancrer et qui est très difficile parce qu'en situation, c'est compliqué de se concentrer sur souffler puis purger. En même temps, on lui a demandé de regarder l'environnement, on lui a demandé de regarder son binôme, on lui a demandé de... Enfin, il regarde son ordinateur. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, typiquement, c'est un exercice qui peut travailler un peu en systématique. Je prends de la vitesse, je souffle, ensuite je purge. Ou alors, je perds trop de vitesse, j'inspire et ensuite je gonfle si ça ne suffit pas. Et j'ai éventuellement un coup de palmage avec lequel je peux m'aider. Donc voilà, ça c'est à force de répétition aussi qu'on peut l'aider là-dessus. Une des difficultés que j'ai vues sur la gestion des purges, c'est en termes de configuration, et c'est souvent l'occasion de la revoir d'ailleurs quand on fait les ateliers verticaux. Pour si peu que les gens aient pris un petit peu des habitudes de plongeur en niveau 2, en niveau 3, puis ils arrivent au niveau supérieur. Moi, j'ai déjà vu, on fait l'exercice, et puis finalement, bah, ils confondent la purge avec la ficelle qui tient le phare, en fait, et puis ils tirent sur le phare pendant la remontée. Donc bon, bah, forcément, ça fonctionne moins bien. Ce que j'ai vu aussi, c'est que bah, typiquement sur la Stab Scuba Pro, la purge en fait rapide, la petite, c'est un espèce de, c'est pas un triangle, mais ça ressemble un peu à ça. Parfois ça se met dans la sangle, oui, dans la croche qu'il y a sur la sangle. Et du coup, ben, forcément, fonctionne moins bien. Alors, il y a le fan stop, mais il faut assez vite réagir pour se dire, il faut que je tire le fan stop à côté. Donc voilà, ça, ce sont des éléments qui font qu'on doit bien avoir une configuration très pratique avec des purges très accessibles. Pareil, la purge qui reste coincée sous la sangle quand on s'est équipé, on s'en est pas rendu compte. Donc ça veut dire que quand on descend à 5 mètres, pensez à lui faire checker tous ces éléments pour pas le mettre en difficulté parce que c'est vrai que
une autre, enfin, un point sensible sur les ateliers verticaux, c'est qu'en fait, ben, on est limité dans le nombre. On verra tout à l'heure à combien. Et ben, on ne peut pas du coup le travailler indéfiniment. Et au sec, on peut faire ce qu'on disait tout à l'heure, l'entraînement au sec, mais c'est pas encore, c'est pas comme dans la réalité, pas exactement. Donc, il faut essayer d'optimiser. Si on se dit ce soir, on peut faire deux remontées, bah, ce serait bien qu'on n'en rate pas une juste parce qu'il y a quelque chose qui était une purge qui était coincée. Alors ensuite, il y a la gestion de la ventilation. Alors, à savoir que nous, en tant que moniteur, on nous demande d'être neutre. Et puis, en début de formation, on va même parfois être aidant, c'est-à-dire bah, quand ça ralentit trop, on va aussi utiliser notre pompe ballast. Quand ça va trop vite, on va souffler. Alors, pour des raisons de sécurité d'une part, mais aussi et surtout pour le freiner, l'aider à freiner. Donc voilà, et puis voilà, en examen, par contre, on est censé avoir une attitude neutre. Mais là aussi, ce qu'on disait, c'était penser à gérer sa ventilation avant de jouer avec le gilet. La lecture de l'ordinateur, moi, j'ai été assez surprise de voir plusieurs stagiaires qui me disent en fait, mais j'y arrive pas. Alors, j'essaie de comprendre ce qui se passait. Puis, à un moment, je pose une question un peu bête, mais est-ce que tu arrives à lire ton ordinateur? Et puis là, ils me disent, ben non, pas trop. Ben oui, parce que ben, pour certaines personnes, il va falloir qu'on adapte un masque. Donc, il faut aller s'acheter un masque, le faire adapter à sa vue, parce que sinon, ben, ils n'arrivent pas à lire les chiffres qui sont trop petits. L'autre problème, moi, je fais pas mal de plongée en lac, donc ben, c'est la visibilité de l'écran. Si c'est pas des écrans LCD ou éventuellement qui peuvent se rétroéclairer, ben, c'est compliqué dans le noir d'arriver à lire son écran. Alors, quand j'ai débuté, moi, j'avais un Sunto Zoop. Et en fait, quand je mettais le phare dessus, bah, derrière, il restait, la lumière se réfléchissait et je pouvais voir du coup l'écran pendant quand même quelques minutes. Et du coup, la première chose que je faisais en arrivant au fond à 40, c'était de mettre mon phare tout de suite dessus avant de démarrer l'exercice. Mais bon, voilà, c'est pas possible pour tous les exercices. Donc ça peut être une réelle difficulté et il faut y penser. Ben, les sensations et la proprioception. C'est-à-dire la sensation de la position de notre corps hein, dans l'espace. Alors, on a des capteurs pour ça sur la peau, sur les articulations, sur les muscles. Malheureusement, ceux-là sont dans une combinaison. On a aussi des informations qui proviennent de l'oreille interne. C'est eux qui nous indiquent un peu notre position. Mais tout ça, c'est perturbé sous l'eau. La vue est aussi perturbée. Et ça rend les sensations très difficiles. Vous l'avez sans doute testé, mais quand on est remonté, on ressent beaucoup mieux les choses. Alors aussi parce qu'on n'est pas concentré, enfin on est moins concentré sur la remontée, surtout si elle se passe bien, mais on les sent mieux que quand nous-mêmes on remonte. Alors j'avais une fois un moniteur qui m'avait dit, mais essaie de réfléchir quand tu prends l'ascenseur et essaie de retrouver ces sensations. C'est vrai que, bon voilà, si on y pense, quand on prend l'ascenseur, on arrive à se dire, tiens, on est en train de monter, même si c'est pas nous qui avons appuyé sur le bouton et que quelqu'un l'a fait pour nous, on arrive à se dire, tiens, je suis en train de monter ou en train de descendre. Mais c'est pas si évident à retrouver dans l'eau. Et ça, malheureusement, à recréer, je vis en dehors de l'ascenseur, je vois pas trop. Donc voilà, ça c'est plus la répétition qui va l'aider que d'autres outils que l'on va pouvoir amener. Alors les oreilles, oui, mais là aussi c'est plus quand on se rapproche de la surface. Voilà. Et la dernière chose, la maîtrise de l'arrêt. Donc là, l'idée, c'est effectivement d'enseigner le fait de ralentir à partir des 10 derniers mètres hein, pour finir stable vide avec l'inertie, s'arrêter à 5 mètres. Et puis, voilà, faire un test avant pour s'assurer que les deux personnes sont stabilisées avec un gilet vide à 5 mètres. Ça donne une bonne indication pour le stagiaire et pour qu'il puisse se dire, voilà, c'est ça mon repère. Donc, tous ces points bloquants, bah, va falloir essayer d'analyser ce qui se passe quand quelqu'un n'arrive pas à faire sa remontée d'une manière correcte et sécuritaire. Et puis, bah, c'est comme toute remédiation qu'on va mettre en place, il faut essayer de comprendre où est le problème. Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de l'affectif et puis la personne a besoin d'être rassurée? Donc, je passe à l'exemple de la vitesse qui peut faire peur à certaines personnes, hein, la peur de, voilà, d'aller trop vite, de se faire mal, de percer, de faire mal à l'autre. Donc là, on va pouvoir quand même beaucoup rassurer parce que dans le briefing, on annonce qu'on interviendra si jamais ça ne va pas. Et puis, ben, un des outils majeurs pour l'enseignement du coup de la verticalité et qui ressort de toute façon, ça va être de séquencer parce que c'est toujours plus facile pour quelqu'un d'apprendre à gérer une vitesse sur 10 mètres que d'apprendre à le gérer sur 40 mètres. Un petit peu comme quand on tire sur une cible, ben, au début, quand on apprend, on rapproche la cible et puis au fur et à mesure, on va l'éloigner. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est que on va lui apprendre à gérer la vitesse, mais sur une
petite distance. Voilà, ça peut être aussi cognitif et quelqu'un qui a du mal à utiliser son pont ballast versus le gilet. Donc là, bah, c'est quelque chose à réexpliquer. Et puis la dernière chose, bah, adapter. Je donnais l'exemple tout à l'heure de purges qui sont parfois un peu coincées sous le phare ou d'autres guirlandes sur la stable. Et donc, du coup, là aussi, réadapter peut-être le triangle de survie, comme on dit, et que ce soit on puisse facilement le prendre. Je pense aussi aux gens qui plongent alors en lac ou en tout cas en hiver, on va dire, et qui ont des gants un peu gros et qui du coup ont du mal à avoir la sensibilité au niveau des mains. Donc là, effectivement, ça peut poser un certain problème. Et il va falloir remédier. Donc, bah, comment on va remédier? Alors, dans quelles circonstances on remédie? Et puis, on va voir un peu les techniques qu'on peut proposer. Donc déjà, c'est un mauvais départ parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, un bon départ ne certifie pas qu'on va faire une bonne remontée. Par contre, un mauvais départ donne de grandes chances de rater en fait la remontée parce qu'on se retrouve très vite avec des gros volumes à gérer ou inversement avec quelqu'un qui est parti avec un palmage propulsif et suivant la profondeur, sa condition physique, ben ça peut vite tourner à l'essoufflement. Ça vaut pas la peine en fait de laisser insister là-dessus. Autant le refaire, on est au fond, ça ne compte pas en tant que remontée intégrale, j'entends dans le cumul des mètres en verticalité. Donc, autant recommencer tout de suite et donner une bonne impression que de laisser partir sur l'échec. La vitesse excessive, sans réaction de la part du stagiaire, hein, j'entends. Donc là aussi, ça veut dire que nous allons intervenir. Et le plus tôt, c'est le mieux, évidemment, et pour des raisons de sécurité, et pour derrière avoir la possibilité de refaire. Les redescentes, là aussi sans intervention, hein, parce que en dehors du niveau 4 où on interdit les redescentes de plus de 2 mètres, enfin on les interdit, on les pénalise puisque c'est éliminatoire, dans les autres situations, bon ben voilà, si le candidat redescend un peu, finalement on se dit dans la réalité, ce qu'on voudrait c'est qu'il remonte, s'il redescend un peu mais qu'il réagit, bon voilà, ce sera pas parfaitement linéaire, mais c'est pas grave. Par contre, effectivement, s'il ne réagit pas, et donc du coup 2 mètres peut être une bonne indication, se dire bah là il faut que nous on réagisse. Alors, avant en ayant fait des signes, et puis il ne touche ni au gilet, ni palmage, ni pompe, là c'est que rien ne permet de repartir, alors c'est à nous d'intervenir. Donc évidemment, en cas de palmage propulsif, surtout à une certaine profondeur, où bon ben voilà, on sait qu'on risque de partir en essoufflement, et puis devant toute situation qu'on jugerait en tout cas dangereuse. Les techniques, donc donner les indications, donc là on est plus dans la prévention, comment je vais faire pour éviter que ça arrive, donc donner toutes les indications en termes de communication, d'intervention, de ce qui est attendu, de ce qu'il ne faut pas faire, voilà, stopper et intervenir. Recommencer l'exercice, effectivement, mais en apportant ce qui doit changer pour que cela fonctionne. Donc là, hein, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, le fait de regarder le fond, j'arrête de gonfler le gilet quand je vois qu'on décolle du fond. Donc ça, on peut facilement le démontrer, hein, justement, c'est ça. Ça, on peut facilement le démontrer. Et puis prévoir une communication spécifique, parce qu'une fois qu'on est sous l'eau, ça va être très compliqué d'expliquer quelque chose que je n'ai pas prévu. D'où le fait d'avoir identifié les points bloquants, ce qu'on a vu sur la deux slides avant. C'est, ouais, je sais où ça peut coincer et du coup, je l'anticipe et je sais comment je communiquerai sous l'eau si jamais il tombe dans une de ces difficultés. Donc, effectivement, avoir une tablette, c'est aidant. Maintenant, si vous devez expliquer certaines choses ou lui faire lire quelque chose sur la tablette, bah, peut-être que ça peut être donc à la fin, on a fait une remontée, vous voyez qu'il y a des choses à améliorer. Bah, profitez d'être dans l'espace 6 mètres pour lui montrer la tablette plutôt que de faire ça évidemment à 40, il comprendra plus facilement. Et puis ensuite, on va pour la deuxième remontée. Euh, hop. Donc une chose qui va vraiment aider, j'insiste là-dessus, mais moi j'attends pas la remédiation pour le faire, c'est l'exemple que je donnerai tout à l'heure, donc c'est le fait de séquencer l'atelier. Et dans tous les cas, quand on doit remédier, c'est pendant la séance. C'est quand même dommage de faire rater, admettons, deux remontées si dans cette plongée-là, on pouvait en faire deux. Et puis, il a fait deux fois les mêmes erreurs. Et puis finalement, sans remontant, il dit, ah ben voilà, tu t'es trompé. Ben, la prochaine fois, pour si peu que ce soit espacé de plusieurs semaines, bon ben ça va être compliqué pour lui de s'améliorer. Puis c'est pas très
glorifiant de sortir et de se dire, bon, ben, j'ai tout raté. Donc l'idée, c'est la grande difficulté, c'est d'arriver sous l'eau à corriger ce qui ne va pas, lui montrer en tout cas pour qu'il puisse essayer. Je voulais juste aborder les difficultés liées à la profondeur qui vont se rajouter à l'exercice. Bon, évidemment, narcose, essoufflement et froid, vous les connaissez. Les manifestations pour un narcose, c'est que, ben oui, il va avoir une réaction plus lente, donc je dois en tenir compte. Une mauvaise appréciation de la vitesse parfois, donc on s'étonne qu'ils réagissent pas, puis ils disent, bah oui, oui, j'ai pas vu que j'allais aussi vite. Pourtant, l'ordinateur l'indique, mais le temps que l'information soit assimilée. Ce qui veut dire, c'est pour ça que j'en parlais au tout début dans les prérequis, mais si l'adaptation à la profondeur n'est pas faite pour un niveau 3 ou un niveau 4, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas plongé dans cet espace 30-40, c'est compliqué de démarrer les exercices à 38 ou 40 mètres. Donc effectivement, on ne pourra que commencer à 30 mètres et faire des adaptations progressives, mais ça va prendre plus de temps. Ça peut être aussi de répéter les décollages pour essayer de développer des automatismes. Et puis, bah, si je descends progressivement, je vais forcément ralentir l'effet de narcose. Pour l'essoufflement, le risque, c'est donc au décollage, avec un effort important ou un palmage propulsif pendant la remontée et une ventilation qui est rapide parce qu'il n'arrive pas à gérer son poumon ballast. Il essaie de s'en servir, mais en fait, le fait de manière désadaptée par rapport au gilet. Et du coup, ça peut partir en essoufflement. Et l'idée, c'est que nous, on donne des consignes sur le palmage, mais pensez à stopper rapidement l'exercice. Il ne faut surtout pas aller jusque-là, parce que de toute façon, la séance est foutue derrière. Et puis, effectivement, de la même manière, démarrer à 30 mètres et répéter ces décollages pour que finalement, un décollage, s'il y a un coup de palme, je pense à 20 mètres, hein, quand on fait pour les niveaux 2, c'est un coup de palme et ça part, et il n'y a pas besoin d'aller en palmage propulsif. Puis le froid, ben voilà, la difficulté à saisir, j'ai des fois, alors je dis des collègues, moi je n'utilise pas, mais qui ont des moufles. Ça peut être très compliqué pour gérer les purges. Bon, après, c'est une habitude aussi, hein. Moi, j'ai des, ben, en hiver, forcément, j'ai des gants étanches. Je le fais avec les gants étanches, mais c'est à force de pratiquer. J'imagine que si j'en mettais jamais, le jour où on m'en met, je serais pas très à l'aise. Donc ça, c'est à prendre en compte. Évidemment, ça va donner une difficulté de concentration, hein, même si quand on est en exercice, on a tendance à moins sentir le froid. En tout cas, on est moins concentré dessus, mais il n'empêche que ça altère notre concentration et puis un inconfort. Dans cette situation-là, il n'y aura pas grand-chose de bon qui va en sortir. Donc, effectivement, il vaut mieux stopper et puis passer soit à un équipement plus chaud si on a la possibilité, soit il va falloir reporter à une période plus chaude. Et c'est un point à prendre en compte quand même dans la progression et dans la formation d'un plongeur. Donc là, j'arrive sur les recommandations qui avaient été données par la CTN en 2008, qui proposait un peu le nombre de cycles qu'on pouvait faire. Donc je pense que vous les connaissez, hein. On dit souvent 80 mètres. Bon, en fait, ils disent 4 cycles dans la zone des 20 mètres. C'est de là que viennent les 80 mètres. Si on est entre 20 et 30, on peut aller à 3 cycles. Au-delà de 30, donc entre 30 et 40, on entend, hein. C'est plutôt 2 cycles, éventuellement 3 si le moniteur plonge au nitrox. Et bien sûr, tout ça, ça doit se faire sous la réflexion de l'humain et pas prendre juste pour argent comptant ce qui est écrit, mais il va falloir l'adapter évidemment aux situations, la condition, donc situation environnementale, la condition physique, le nombre de plongées qui se cumulent sur la journée, la semaine, la fatigue. Et puis, quand on entend remontée complète, hein, c'est jusqu'à la mi-profondeur de la profondeur maximale atteinte, pour qu'on puisse compter. Donc, ce qui veut dire que les décollages ne comptent pas dans ce cumul, évidemment. Ce qui veut dire aussi que si vous séquencez la remontée, et par exemple, vous faites des exercices 40-30 pour viser justement la gestion de la vitesse, mais uniquement sur 10 mètres, du coup, ils ne comptabilisent pas là-dedans, puisqu'il faudrait aller de 40 à 20 pour que ça compte en remontée. Alors, pour la vitesse de la remontée, donc ça, ça vient du groupe de travail du RON, c'était en 2018, hein, donc j'ai rien inventé. Mais voilà, il y a plusieurs moniteurs qui s'étaient rassemblés pour essayer de donner des indications et qui servent notamment au moment des examens, mais essayer de se dire, bon, quand est-ce que ça va pas, quand est-ce qu'on peut se dire qu'il faut stopper. Donc déjà, la première chose, c'est de commencer les exercices par les ateliers verticaux, commencer la séance de plongée par les ateliers verticaux, quand on n'a pas encore saturé. Et puis, quand est-ce qu'on stoppe la remontée? Ben, si l'évolution est trop rapide entre 0 et 10 mètres, donc dans le trop rapide, on entend que on s'accorde sur une vitesse recommandée entre 9 et 12 mètres minutes. Donc au-delà, on doit stopper.
quand l'évolution est rapide sur plus de 5 secondes, quelle que soit la profondeur, ou plus de 10 mètres successifs, toute profondeur aussi. Voilà pour donner un peu voilà, des idées qui avaient été proposées par l'équipe technique. Et puis, il propose un palier de confort quand même, évidemment, à adapter hein, suivant les conditions, mais de 3 minutes à 3 mètres. Là, je voulais vous faire part d'une étude qu'on m'avait transmise. Là aussi, enfin, moi, pour moi, c'est plus voilà, en termes de réflexion. Donc, l'étude, c'est une plongée au nitrox pour 3 groupes de plongeurs pendant 25 minutes à 36 mètres. Et ce sont des plongées qui n'ont pas de palier obligatoire. Bien sûr, tous ces plongeurs donc, qui font l'expérience, il n'y a eu aucun ADD constaté par la suite. Et par contre, dès qu'ils sortent, on leur fait un écho-doppler, c'est-à-dire qu'on passe un petit échographe sur au niveau des jambes, des cuisses, et on mesure en fait les microbules qu'on arrive à détecter toutes les 15 minutes, et on fait ça pendant 2 heures. Donc en bas, sur le schéma, on a les 120 minutes écoulées, donc les 2 heures. Et puis dans l'axe vertical, on a le comptage en fait des bulles. Ne me demandez pas l'unité, je ne la connais pas. Je crois que c'est pas ce qui nous intéresse de toute façon. L'idée, c'est justement de savoir ce que ça donne. À savoir que j'ai pas l'indication du nitrox, hein, du mélange, mais là non plus, c'est pas tellement l'intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de comparer. Puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Le groupe bleu, c'est le groupe qui, en fait, en remontant, est remonté directement sans aucun palier, puisqu'il n'y avait aucun palier obligatoire. Et on s'aperçoit qu'en fait, le pic de bulle, il est au bout d'un quart d'heure. Et qu'au bout de 2 heures, il reste encore une partie non négligeable des bulles, à peu près un sixième de la dose, enfin de la quantité totale de départ. Le groupe 2, eux, ils sont restés 1 minute à 3 mètres. Donc, eux, on s'aperçoit que, en fait, entre ceux qui ont été en remontée directe et ceux qui ont fait 2 minutes à 3 mètres, on a une différence qui est quand même considérable, puisqu'ils sont aux alentours de 20, alors que le groupe 1 est aux alentours de 120. Donc là, on est à un sixième hein, de la quantité. Et puis, ben, au bout de 2 heures, il ne leur reste plus grand-chose. Il en reste un petit peu, hein, ça diminue progressivement, il en reste un petit peu. Le troisième groupe a fait 1 minute à 6 mètres et 4 minutes à 3 mètres. Et alors là, on est au plus bas. Et d'ailleurs, ça ne remonte pas, hein. Vous voyez qu'au bout de 15 minutes, on est déjà sur la descente. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 45 minutes, ces microbules qui étaient détectables et qui sont encore détectables pour les deux autres groupes ne le sont plus pour eux. Finalement, ce qui est intéressant, en tout cas, moi, ce qui m'a questionné, c'est de se dire, ben, il vaut mieux faire des paliers en termes de quantité de microbules, j'entends, hein. Il vaut mieux faire des paliers, donc comme l'a fait le groupe jaune, le troisième groupe, et réduire même, on peut même réduire l'intervalle de surface que de ne pas faire de palier et prolonger l'intervalle de surface parce on s'aperçoit que le groupe 2, quand ils iront à l'eau au bout de 2 heures, eh ben, ils auront toujours plus de microbules que quand ils iront, que le groupe 3, qui pourrait y aller après 45 minutes. Alors, c'était pas le sujet de la déco hein, pour ce soir, mais comme en atelier verticaux, ben, c'est un profil à risque, hein, on le sait. Ça vaut la peine de se poser la question, même si notre ordinateur ne nous indique pas de palier, bah, peut-être que, vous voyez, ici, c'était que des plongées sans palier, bah, ça vaut la peine finalement d'en faire un petit peu. C'est quand même pas énorme, d'autant qu'en général, dans les exercices, on a un parachute à sortir ou à faire sortir, donc ça peut être aussi l'occasion d'exercice. Et puis derrière, ben, on a quand même une plus-value en termes de déco. Donc là, je vous partage une progression que j'avais mis en place. Alors ça, c'est un exemple pour du niveau 2 sur 5 séances où je travaille la verticalité. Je vais juste faire voilà, pour pas trop prolonger la soirée. Sur le niveau 3, je vais prendre l'exemple. Donc là aussi sur 5 séances avec des débuts qui sont plus des réactions au signe et des débuts de décollage. Et puis progressivement, vous voyez que sur la première séance, par exemple, on s'arrêtera à 30. La deuxième, on ira jusqu'à 15. À partir de la troisième séance, on va monter jusqu'à 10, mais tout ça est très tronçonné, c'est-à-dire que jamais au début, en tout cas sur les 3 premières séances, il ne fait pas de remontée complète. Et surtout, je vais faire des stops pendant la remontée. Donc, je vous propose de regarder la deuxième séance. Voilà, donc elle a lieu là. Donc, c'est un travail je vais appeler ça en escalier. Donc là, on est sur la deuxième séance d'IPD pour un prépa niveau 3. Donc, on part sur un fond stabilisé, sur un signe, ça ne va pas.
Donc la première chose que je lui ai fait sur cette deuxième séance, je lui ai fait faire deux décollages. Il en avait fait la séance d'avant, mais comme on changeait de moniteur, et puis pour qu'il se remette dedans, qu'il se remette à flot, disons, il a fait ces deux décollages, ça partait bien. Donc j'ai dit, OK, on peut passer à l'exercice d'après. Deuxième exercice, une remontée avec un stop à 30 et un stop à 20. Donc c'est celui-là. Et puis on voit effectivement qu'ici, il a stoppé vers 30, ici, il a stoppé vers 20. Alors désolé, j'ai pas forcément l'échelle qui permet facilement de le voir, mais c'était ça l'idée. Il s'arrête là. Donc en fait, jamais il ne prend de vitesse trop excessive et il vise à chaque fois des arrêts, ce qui l'empêche d'aller effectivement trop vite, mais sans aller lentement non plus, puisqu'il fait son décollage correctement. Troisième exercice sur cette plongée, une remontée avec cette fois-ci un stop à 30, puis à 15. Donc là, vous voyez, je suis en train d'éloigner la cible. Donc le troisième, on le voit là. Ici, vous voyez un petit pic, il a fait son petit stop. Et hop, il est reparti et il fait son stop à 10. Et puis ensuite, on a terminé notre plongée. Ce qui était intéressant, c'est qu'avec ces exercices-là, donc j'ai fait deux remontées, on a fait des décollages. À aucun moment, j'ai eu de la déco sur mon ordinateur qui est réglé de manière assez classique, comme le met le fabricant. Hein, j'ai rien trafiqué. À aucun moment, j'ai eu la déco. J'en ai fait après pour la raison que je vous ai donnée tout à l'heure, mais c'est intéressant. Au niveau de la sollicitation des oreilles, ben, on a été, je pense, le plus doux possible. Donc voilà. Et puis, ben, il sort de là, il est en réussite en fait. Sur tous ces exercices, il a réussi parce qu'à chaque fois, je lui mets des objectifs. C'est progressif, mais ce sont des petits objectifs au départ et qui lui permettent tout le temps de gérer la vitesse. C'est-à-dire que je ne me retrouve pas avec quelqu'un qui en est à sa cinquième remontée 45 et qui à chaque fois se fait emporter par la vitesse. Alors, non au dogmatisme. Est-ce qu'il y a une recette unique pour l'IPD? Ben, je crois que vous l'avez compris, il n'y en a pas parce que ben, voilà, nos stagiaires ils vont tous évoluer de manière différente. Ce qui va marcher pour l'un ne marchera peut-être pas pour l'autre. Donc, à nous d'avoir une multitude de recettes et de savoir celle qui convient le mieux à chaque élève. Faire une démonstration, c'est toujours la question. Est-ce que je lui fais une remontée? Alors, une fois, j'avais un moniteur qui m'avait dit, ben, ouais, si je te fais la remontée, je peux, hein, je vais te montrer. Puis, quoi, à la fin, tu vas savoir que peut-être je sais ou peut-être que je sais pas. Alors, si je sais pas, ça décrédibilise un peu le moniteur. Si je sais, ben, ça m'avance pas trop. Alors, je pense que ça peut être intéressant de faire une démonstration, notamment, je vous parlais tout à l'heure, de montrer, ben ok, alors un, tu arrives, tu me tiens, deux, tu gonfles le gilet, trois, tu regardes le sol qui se décolle et je lui montre, enfin le fait qu'on se décolle du sol, donc je lui montre, ça oui. Maintenant, faire une démonstration sur toute la remontée, il va falloir vraiment être sûr de son coup. Est-ce que ça va lui apporter quelque chose? Moi, je suis pas sûre. Comment faire pour deux élèves? Toute la question à chaque fois de la difficulté. Ce qui est sûr, c'est que ça va diviser par deux le nombre de possibilités de faire des remontées. En général, ce qu'on fait, c'est qu'il y en a un qui travaille sur nous, l'autre qui doit être dans notre champ de vision. En fin de remontée, en fin de formation, pourquoi pas les faire travailler l'un sur l'autre, mais ça sous-entend que vous êtes prêt à intervenir. Donc c'est pour ça que je dis plutôt en fin de formation, c'est-à-dire dans un moment où ils ont tendance à plutôt réussir. Pourquoi pas? Quel démarrage, on en a parlé, mais là non plus, moi, j'ai pas de règle unique, à savoir tu ne gonfleras que le gilet de l'assisté ou tu gonfles ton gilet. S'il gonfle son gilet, l'avantage, c'est qu'il le connaît. L'inconvénient, c'est que l'assisté est un petit peu plus bas et puis on se dit toujours, voilà, si on devait lâcher, ben, l'assisté aurait plutôt tendance à descendre et l'assistant plutôt à remonter. Maintenant, l'inconvénient de gonfler le gilet de l'autre, bah, c'est qu'on ne le connaît pas toujours et que parfois on se fait un peu avoir avec la quantité de gaz qu'on met. On peut aussi faire un peu les deux. Moi, je pense que c'est surtout au candidat de voir ce qui lui va le mieux. Et en général, bah, la première séance, quand je fais travailler les décollages, je fais tout travailler. Comme ça, c'est à lui de voir ce qui lui convient le mieux. Et ce qui lui convient le mieux à lui, c'est peut-être pas ce qui me convient le mieux à moi. Donc voilà, quel gilet. Quelle purge, là aussi, est-ce qu'on travaille qu'avec la lente? Est-ce qu'on travaille qu'avec la rapide? Est-ce qu'on travaille un peu avec les deux? Est-ce qu'on utilise le fan stop? Pareil pour moi, la purge rapide, on peut très bien la doser si on va au niveau de la ficelle directement tirée. Euh, donc, je pense que ça dépend aussi du moment et lui indiquer que si à un moment on doit faire un freinage d'urgence, c'est sûr que là, ce sera la rapide qu'il faudra intervenir, qu'il faudra utiliser. Maintenant, si c'est un dégonflage progressif, j'ai envie de dire l'une l'autre, ça peut très bien aller. Interdiction de regarder l'ordi, j'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi pas pour les sensations, mais par contre, derrière, je ne peux pas lui fixer un objectif de vitesse. Et en combinaison étanche, ben, c'est vrai que suivant les lieux, ben, pour certains, ils font toute la formation en étanche. Alors, ben, ça rajoute un volume d'air, voire deux si le moniteur l'est aussi.
Moi, ce que je fais, c'est vrai hein, que j'ai une étanche quand je suis en hiver. Je mets le minimum d'air, juste manière de ne pas avoir les purges incrustées dans la peau, mais je mets le minimum d'air pour qu'en fait, il n'y ait pas ce volume-là à gérer. Maintenant, c'est vrai que c'est une réalité, c'est-à-dire que les gens, si derrière ils doivent plonger en étanche, autant qu'ils sachent faire avec. Peut-être qu'un début de formation peut se faire sans pour leur faciliter les choses, et puis ensuite, progressivement, ils l'intègrent et on passe une ou deux séances à travailler aussi avec l'étanche, puisque ça va être leur réalité par la suite. Alors, les conseils pour les encadrants, regardez le PVDM, vous y êtes. Vérifiez systématiquement les prérequis. Voilà, s'entraîner à montrer les repères que l'on enseigne. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les petites bulles. Donc, pendant mes remontées individuelles, ben voilà, je crée des chapelets de bulles et puis j'essaie de regarder. Puis, je me suis aperçue qu'en gros, des bulles de 1 mm, j'arrivais à les suivre, mais que sur quelques mètres. Et que par contre, ça me permettait d'être à une bonne vitesse. Donc, j'ai encore testé il y a 3 semaines où je suivais des petites bulles. Mais par contre, voilà, il faut le refaire régulièrement. Et la difficulté, c'est que si j'ai quelqu'un en face qui a déjà du mal à lire son ordinateur, la petite bulle de 1 mm va falloir s'accrocher. Alors attention aux autres cursus. En fait, ça, c'était un bilan qu'on avait fait entre moniteurs à la suite d'examens où on s'est dit que suivant le cursus qu'ils avaient fait, et c'est pas du tout pour dénigrer l'un ou l'autre, mais parfois on va dire que le rapport à l'utilisation du gilet n'est pas le même. Et c'est important de voir dans quelle mesure ils l'utilisent et ils le maîtrisent, notamment pour les assistances. Voilà. Proposer aux élèves de faire comme les pilotes en faisant les gestes, on en a parlé. Insister sur le travail ventilatoire. Pas de dogmatisme, mais du bon sens selon l'élève. Et là, c'est tout l'intérêt de travailler une compétence et non pas une capacité. L'idée, c'est que nous, on va leur apprendre à remonter quelqu'un dans certaines situations. On ne peut pas toutes les créer. Et lui, il va falloir, on fait enfin, le pari de la transposition, du transfert. Donc, si je lui dis, il n'y a qu'une seule façon de bien faire et il faut que ce soit mon gilet, et puis ensuite que tu fasses un coup de palme, et puis ensuite, ben là, je ne lui permets pas de s'adapter à toutes les situations. Par contre, effectivement, il faut qu'il puisse se dire, mince, le palmage fonctionne pas, le pont ballast fonctionne pas, je gonfle, ou alors là, ça va trop vite, la lente, ça fonctionne pas, je passe à la purge rapide. Donc, c'est ça l'idée, en fait, c'est plus qu'il sache s'adapter à toute situation. Stopper, remédier dans la séance et proposer des recyclages parce qu'en fait, ben, finalement, les gens derrière, ils en font plus, et heureusement d'ailleurs, enfin, très peu. Et donc, on s'aperçoit que quand on a des gens qui s'inscrivent au niveau 4, par exemple, et qui ont passé leur niveau 3 il y a très longtemps, eh ben, c'est vraiment très difficile parce que c'est plus du tout travaillé. Or, finalement, pour la sécurité de chacun, ce serait bien si peut-être une fois par an ou tous les 2 ans, on avait possibilité de retravailler ça et donner cette possibilité aux gens de notre club. Et évidemment, insister sur la prévention des accidents. Voilà, je vous remercie. J'ai un tout petit peu dépassé le temps, je suis désolée. Non, non, ouais, il n'y a pas de souci. Juste, si tu peux juste enlever Dis-moi. la présentation, il y avait Le deux. partage? J'enlève le Oui, partage? s'il te plaît, ouais. Voilà. Donc, il y avait deux, trois petites questions, pas interrogations, remarques, et ainsi de suite, que j'ai notées. Donc, il y en avait une qui concernait la pénalisation. À un moment donné, tu as parlé, mais peut-être à repréciser, la pénalisation du poumon ballast alors qu'on demande de l'utiliser pour maîtriser la vitesse de remontée. Il y a peut-être une incompréhension là-dessus, je dois Ouais, préciser. je ne suis pas sûre de comprendre la question. Non, Alors, alors, parce que la pénalisation, peut-être c'est ma langue qui a fourché. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est pénalisé, c'est le palmage propulsif. Euh, et quand on regonfle le gilet pendant la remontée, ça peut être pénalisé, le fait de le regonfler. Mais le poumon ballast, non. Il n'y a pas de. ouais. J'ai peut-être ma langue qui a fourché alors. Non, non. La personne qui a posé, est-ce qu'elle peut, je crois que c'est Jean, est-ce que tu peux repréciser ce que tu voulais dire? S'il m'entend toujours? Non? Bon, pas grave. La deuxième, ouais, j'ai peut-être une incompréhension là-dessus, mais peut-être, oui, parce que bon, après, c'est vrai qu'un poumon ballast à 40 mètres, c'est Ça va être compliqué. c'est un peu plus compliqué qu'à 5 mètres ou à 10 mètres, ouais. C'est Ça va sûr. être compliqué. Voilà. Après, moi, j'ai des gens qui m'ont dit ça marche. Ouais, 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 non, mais Donc, en fait, c'est pour ça que je l'exclus pas. Et je l'ai vu, hein. Moi, je sais que la plupart de mes remontées, à 40, je me mets dans le gilet. Mais ça dépend aussi de la capacité pulmonaire des gens et de la personne qu'on va remonter. Alors, il y a quelqu'un que je ne nommerai pas parce qu'il est présent ici ce soir. Il y a quelqu'un, c'est sûr, au poumon ballast à 40 mètres, il n'y a pas grand monde qui le remonte. oui. Et, euh,
Et du coup, voilà, donc ça peut fonctionner. Donc moi, je l'exclus pas. Mais c'est vrai que si la personne elle a envie de l'essayer, je lui laisse essayer. Et par contre, je lui montre ben, que là, par exemple, elle est en train de faire un palmage forcé à 40 mètres et que ça, c'est pas bon. Ou alors, si ça fonctionne, tant mieux. Mm, mm. Pas Après, d'exclusion. après, il y avait. Alors là, c'est pareil. Je pense qu'il y a peut-être une chose à préciser. Toujours pareil, même dans la même tendance. Arrive à 5 mètres, gilet vide, ce n'est pas dans la MFT. Non, 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 c'est pas dans le MFT, c'est une indication. En fait, si on est correctement stabilisé, on est censé être gilet vide à 5 mètres. C'est-à-dire qu'on a fait notre foc et à 5 mètres, on bouge pas. Entre 5 et 3 mètres, on est censé ne pas avoir d'air. Sinon, c'est qu'on est un peu Mhm. lesté. Donc, en fait, ça donne une indication pour la personne. Elle sait que à 5 mètres, il faudra que le gilet de celui qu'on assiste soit vide. Et normalement, le sien, s'il est correctement lesté. C'était ça que je voulais dire pour l'aider un petit peu dans jauger. Et on le voit quand il monte, en plus avec la vitesse, à un moment, bah voilà, il tire, il voit qu'il n'y a plus d'air, il se dit, bon, bah là, normalement, je dois m'arrêter. Et ça tient. Et ça tient. Attends, je suis en train de voir s'il y a d'autres questions là. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Je crois que c'était pour le poumon balance de décollage. Il y a une personne qui reprécise. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais eu juste une autre question aussi, complètement différente, enfin, autre chose pour préciser. Là, tu as parlé de la verticalité, surtout dans des espaces un peu profonds. Pour ceux qui font de la verticalité pour du niveau 1, Mhm. parce que ça arrive aussi, hein, il y a aussi du Oui. travail de verticalité pour des gens qui sont à 6 mètres, ou même du niveau 2. Est-ce qu'on doit mettre en place des choses particulières, notamment par exemple pour des exercices de RCE, qu'on fait à 6 mètres pour le niveau 1? Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que pareil, des choses à faire attention? Hmm. Et Bah, t'en c'est penses toute la quoi? difficulté parce qu'en fait, on commence déjà dans un espace où les variations de volume sont très importantes. Ouais. Donc, contrairement à ce qu'on fait quand on a 40 mètres, on dit toujours on a un peu le temps de rattraper les choses. Là, on a déjà nettement moins le temps. Et puis là, toute l'importance, en plus avec des gens qui sont peu expérimentés, c'est effectivement de s'assurer qu'ils vont bien vider leurs poumons. Donc là aussi, c'est un peu une systématique de leur apprendre et pouvoir pas s'exercer en fait au sec pour pouvoir se dire derrière, ça va être chez eux un réflexe. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que si je prends l'exemple d'un niveau 1, il n'a pas d'ordinateur. Donc lui, il faut vraiment qu'il ait un repère visuel pour pouvoir se dire qu'il est en train de remonter et nous, de vraiment avoir le contact avec lui et de le guider sur ce qu'il doit faire. Et c'est d'autant plus difficile parce que ben voilà, on va pas pouvoir parler et que du coup, ça va être de lui faire comprendre juste par la communication. Dans tous les cas, le fait de faire des Bon. petits, je sais pas qui c'est qui a un Ouais. téléphone, Ouais. de faire Oui, des petits stops à chaque fois pour éviter qu'il se fasse embarquer puis éventuellement qu'il se fasse mal aussi. Ça va être, voilà, moi ce que je ferais pour quelqu'un qui débute, sachant que j'ai mis de toute façon que la rec, avant de commencer à remonter les autres, il faut que ce soit un prérequis comme la remontée individuelle si on doit ensuite remonter quelqu'un. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des remarques à faire ou des petites questions? Parfait. On remercie d'abord Anne d'avoir pris le temps de faire cette intervention qui, à mon avis, je pense pour certaines personnes, et voire même tout le monde, a pu faire avancer un peu le débat ou le thème des ateliers verticaux. On pourra en parler pendant longtemps, mais bon, c'était un peu pour lancer, pour un axe de réflexion, pour réfléchir un petit peu tout le monde et les formateurs, et même les stagiaires, les élèves, de la manière dont ils doivent s'y prendre et surtout essayer de réfléchir avant de se lancer dans des ateliers verticaux. Voilà, le thème là, sera disponible sur la chaîne YouTube de la CTD à partir de demain. Lionel la mettra sur le site à partir de demain. Donc, vous pourrez tranquillement la regarder de nouveau, reposer des questions
Anne ou à d'autres, à moi ou à Lionel ou à tous les encadrants de la CTD si vous le souhaitez. Et puis pourquoi pas prolonger tout ça par la suite. Voilà. On vous remercie tous, Et à tous. voilà, d'avoir pris le temps de participer. Et puis, bah, encore une fois, merci à vous. Et puis à bientôt pour la prochaine soirée qui aura lieu donc le mois prochain. Je ne sais plus sur quel thème. Donc vous serez averti du thème en amont pour pouvoir vous inscrire sur un autre thème à développer. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Merci. Non, bah, c'était direct.